Je travaille en formation des enseignants, en tout cas actuellement, en formation des enseignants du supérieur, mais j'ai travaillé également avec l'agrégation. L'agrégation chez nous, c'est la formation des enseignants du primaire et du secondaire. Donc voilà, j'ai ceci. Alors, technopédagogue, ça vous a un peu... Bon, voilà. Je dis à mes futurs enseignants, lorsque vous avez parlé d'un thème qui touche à l'homme, avec un grand H, hein, comme la motivation, les valeurs, la pédagogie, dites d'où vous êtes en train de parler. Quelle a été l'histoire, finalement, très modestement, mais l'histoire quand même, qui vous a amené à dire des choses pareilles? Alors, oui, professeur émérite en sciences de l'éducation, en fait, c'est un peu comme Guillaume. J'ai pas voulu du tout faire les sciences de l'éducation au départ. Quand j'étais adolescent, j'étais fasciné par les sciences. Les sciences, style physique, chimie, biologie. Et je lisais des petits livres, je ne sais pas, je crois que c'est arrivé en France, mais ça s'appelait des marabouts. C'était des petits livres jaunes avec des biographies d'Einstein, de Marie Curie. Et moi, je lisais ça, je disais, ah, mais comme c'est beau, ces gens, finalement, qui ont découvert les secrets de la nature et qui, en plus, ont rendu service à l'humanité, etc. Bon, voilà, on est en 76, je m'inscris en sciences physiques. On me parle, on me décrit, on me commente les lois de Kepler, l'équation de Schrödinger, l'atome de Bohr. On ne m'a jamais dit qui c'étaient ces personnes-là. C'est pas possible. Et donc, oui, j'ai eu pendant 4 ans, puis un doctorat, des formules et des formules, et il n'y avait plus l'humain là derrière, pourtant il était partout. Et pas étonnant qu'après ce doctorat au CERN à Genève, en particules élémentaires, j'ai commencé à m'intéresser, et Guillaume a dit aussi quelque chose comme ça, par le biais de l'informatique. J'ai commencé à m'intéresser au développement de logiciels, on disait à l'époque, pour les plus anciens, l'EAO, enseignement assisté par ordinateur. Et j'ai développé des petits logiciels, au début des logiciels de physique, mais ensuite des logiciels pour le latin, la géographie et tout. Et puis finalement, je me suis dit, mais les élèves, qu'est-ce qu'ils font avec ça, et les profs? J'ai été frappé à la porte des pédagogues. Si vous aviez vu la tête des scientifiques, tu vas chez les pédagogues, mais tu vas te perdre, ta carrière est terminée. M'en fous. J'ai été quand même, et je suis resté avec eux. Bien sûr, au début, par la didactique de la physique, et puis par la pédagogie générale. Donc, vous voyez un peu les chemins tortueux. On dit, les jeunes aujourd'hui, ils vont accomplir dans leur vie 3 métiers différents, avec des modèles et des façons de faire qu'ils n'ont pas étudiés à l'école, etc. Moi, c'était déjà ça, hein, quelque part. Mais, ce que je veux vous dire, parce que de manière métaphorique, ce sera le sens de mon exposé, quand je suis arrivé en sciences de l'éducation, j'ai demandé évidemment s'il n'y avait pas des théories, des modèles, des principes. Et un éminent pédagogue m'a répondu, Marcel, tu vas vite apprendre que les élèves ne sont pas des particules élémentaires. Vous riez, mais ma conviction est que la plupart des enseignants, ou pas ceux qui sont ici, s'imaginent que les étudiants sont des particules élémentaires. Ils envoient leur exposé comme une sorte de champ magnétique qui va orienter les petites cellules dans le bon sens et voilà, ils ont appris. J'ai vu que ça ne marchait pas bien, hein? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà. Alors aujourd'hui, on m'a demandé de parler des classes inversées, on m'aurait demandé de parler des pédagogies actives, de la motivation, etc. C'est toute la même eau. Je ne suis pas un vendeur de classes inversées, mais peut-être bien de ce que je considère comme une tautologie
les pédagogies actives. Pourquoi est-ce qu'on dit pédagogie active? Vous en avez déjà vu les inactifs? Ah, ils sont toutes actives. Mais voilà, ça aurait pu être. Alors, je vais vous parler de la classe inversée. Ça, c'est la norme, la définition. La classe inversée, il faut faire comme ça et comme ça et comme ça. Un concept beaucoup plus large, les classes inversées, pour introduire une sorte de principe que j'ai appelé comme ça de variété. J'aime bien parce que dans les livres de pédagogie, ça n'existe pas, le principe de variété. C'est quand même drôle, hein? Alors que les élèves ne sont pas des particules élémentaires. Vous pourrez trouver le diapo déjà maintenant sur un site SlideShare, et vous verrez que la plupart de mes dias sont commentés en bas, là tout en bas, par quelque chose qui commence toujours par http://bit.ly/ et puis il y a des mots-clés. C'est ceux-là qu'il faut noter. Ici, c'est CI corté, CI, classe inversée, tiré corté. Attention, les majuscules et les minuscules sont distincts. On y va. La classe inversée. C'est très récent et c'est très ancien. D'où ça vient? Et c'est ça que j'aime bien. Vous savez, ce ne sont pas des ministres, des conseillers qui ont décidé les enseignants devraient faire ça. Ce n'est pas les collègues de sciences de l'éducation, ce sont des enseignants qui ont dit, nous deux, Berkman et Sams, on aime la chimie, on veut enseigner la chimie. Et les élèves face à nous, ils sont comme ça tout le temps. Ça n'a pas l'air de les intéresser, eux. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ils ont tout le temps, comme madame ici devant, hein, des petits appareils comme ça, et parfois ils regardent même des vidéos. L'idée était simple. Si on essayait de mettre des vidéos sur YouTube, où vous voulez, hein, finalement, on leur demanderait de jeter un coup d'œil. J'ai dit jeter un coup d'œil. Prendre connaissance, vous voyez tous ces mots, de la vidéo. Ça nous permettrait peut-être en classe de faire des choses, de demander aux élèves de faire des choses plus intéressantes. Donc de manière assez violente, c'est évacuer le cours magistral de manière à pouvoir faire des choses en classe. Ah oui, c'est de l'enseignement à distance. Et pourquoi vous me dites ça? Un enseignement comme maintenant, là, c'est pas un enseignement en présence, hein? On n'a pas mangé le bout de gras ensemble, on n'a pas pris un verre. Non, nous sommes en proximité, géographique peut-être. Et donc, eux, ce qu'ils voulaient, c'était mieux utiliser la présence, ce moment où des personnes se rencontrent, échangent, etc. On est en 2008 aux États-Unis, Flipped Classroom, classe inversée, arrivé en francophonie vers 2011-2012. C'est comme ça, je peux vous expliquer pourquoi les anglo-saxons seront toujours en avance sur les latins. Toujours. Ils le seront toujours. C'est pas méchant, hein, celui-là. Mais non. Ça remonte historiquement peut-être au début du protestantisme. On vient d'inventer l'imprimerie, plus tard le livre. Les catholiques, nous sommes, même si nous sommes laïcs, mais nous venons d'une culture latine, disent le livre, c'est pas bon, hein? Comment ça? Le peuple va prendre connaissance directement des savoirs, à l'époque des savoirs de Dieu, évidemment. Non, 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 non. Pas de livre, hein? Pas de livre. Il faut des prêtres, des clercs, des profs, pour interpréter le savoir. Et chez les protestants, Luther s'écrit en employant un livre, voilà, maintenant vous pouvez accéder directement au savoir.
Là, mesdames, messieurs, vous avez la première rupture, elle est historique. Et donc, finalement, on n'est pas étonné de dire que dans telle école, université aux États-Unis, les enseignants demandent aux élèves de lire, ils lisent, pas toujours tout, pas toujours à fond, et ils reviennent en amphi pour des questions et des réponses. En France et en Belgique, oh là là, mais ça ne va jamais marcher. Ils ne vont pas lire, ils ne vont pas regarder les vidéos, etc., etc. En 2012, je parlais des classes inversées lors d'un colloque, et traduit un peu le concept. Je trouvais ça intéressant, surtout parce qu'il y avait l'émanation qui venait des enseignants eux-mêmes. Une sorte de ras-le-bol, peut-être. Ils avaient envie de dire, on va changer, on va faire autrement, on verra pourquoi. Alors, ben oui, on est passé de l'école comme ça. Alors, 6 siècles plus tard, il y a eu une évolution, voilà, ça a donné ça. Et attention, en 2008, c'est bien plus grave. En même temps que le concept de classe inversée, apparaît ceci. On filme des profs en amphi et ces enseignants, la caméra les suit, donne cours. C'est quand même moins bien qu'un prof en amphi. Enfin, vous rigolez, non, c'est pas moins bien. Quand un prof comme ça, il donne son cours aux étudiants, est-ce qu'il connaît les élèves? De nouveau, est-ce qu'il y a de la présence? Non, il y a simplement de la proximité. Ce que les élèves aiment bien, c'est le petit bouton avec 2 barres, là. Il s'appelle pause. Avec moi, vous l'avez vu, le bouton pause? Vous n'arriverez pas à m'arrêter, hein? Ah non, c'est 1 heure, quand même, c'est pas beaucoup. Et donc voilà, il apparaît ceci, des vidéos un peu interactives. Tout ça est devenu tellement banal, 10 ans plus tard seulement. Moi je dis, il y a là 2 choses qui changent. Il y a les concepts de présence-distance, mais en même temps, et ça va être dur à vous expliquer, une bascule, un changement dans ce qu'on appelle enseigner et apprendre. En même temps, où se passe l'enseignement, où se passe l'apprentissage, quand se passe l'enseignement, etc. Là non plus, les francophones, on n'est pas gâtés. Pourquoi? Le français, la langue, comparé à l'espagnol et à l'anglais, confondent, mais de manière très forte et systématique, enseigner et apprendre. On dit l'un pour l'autre, je vous ai entendu le dire tout à l'heure. Allez, c'est vrai, hein? On dit, je vais t'apprendre les tables de multiplication. Je vais t'apprendre à rouler à vélo. Qu'est-ce qu'on t'a appris à l'école? La réponse est rien du tout. Vous ne pouvez pas m'apprendre quelque chose. Apprendre, c'est moi qui vais le faire. Je peux vous enseigner, je peux vous montrer, vous démontrer, vous illustrer tout ce qu'on veut. Apprendre, c'est vous qui allez le faire. Et malheureusement, cette distinction, elle doit être opérée. En anglais, j'ai regardé, vous allez voir dans les gros dictionnaires, to learn someone something, apprendre quelque chose à quelqu'un, est considéré comme de l'argot et le fait de personnes mal éduquées. Vous voyez un peu? Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Mais ça veut dire ceci. Vous voyez 2 colonnes, présence, voilà, quand on est proche ainsi, distance, ça veut dire pas seulement à 10 km, mais ça veut dire sans la présence de l'enseignant. Voilà ce que ça veut dire. Et là, vous voyez enseigner et apprendre, que je distingue. Enseigner se fait généralement en présence. Dans le système qu'on appelle traditionnel, il faut voir les mots, mais enfin, vous m'avez compris. Et l'apprentissage, il se fait à distance. L'enfant, l'élève, l'étudiant, se retrouve avec la matière et il se dit, mon Dieu, comment je vais faire ce devoir-là? Mon Dieu, comment je vais apprendre toute cette matière?
l'idée de la classe inversée est peut-être celle-ci, de déplacer une partie, mesdames, messieurs, ne soyons pas noirs ou blancs. Je n'ai pas dit qu'il fallait faire tout le temps des classes inversées sur toutes les matières. Non. Dans certains cas, déplacer une partie de la matière, comme on dit, à distance, de manière à libérer du temps en présence pour des problèmes, des projets, des études de cas, des exercices, etc., etc. Aïe, 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 mais ça ne marchera jamais à l'école primaire, hein, ou fondamentale. La première fois que j'ai donné cette conférence 2013, sans doute, à Reims, à des instituteurs, c'est triste, ils sont venus vers moi après la conférence et ils m'ont dit « Mais monsieur Lebrun, vous enfoncez des portes ouvertes. » Et je dis « Pourquoi ?» Ben, vous savez, les classes inversées avec les petits, on le fait tout le temps. On est vendredi. Je dis aux enfants, ce week-end, vous allez aller chez papa-maman ou grand-papa, grand-maman, essayez de voir s'ils n'ont pas des revues avec des animaux et découper les images et tout ça. Allez, chaque élève en amène 2 ou 3, ça va, vous faites ça pour lundi prochain? Oui, oui. Et lundi, le professeur ramasse les images et il va avec eux classer les poissons, les mammifères, etc. Qu'est-ce qui fait d'autre que de la classe inversée? C'est-à-dire utiliser des activités à distance sans l'enseignant pour préparer des activités en présence. Alors vous étendez ça à l'Internet, les plus grands ils vont lire des vidéos fort savantes, mais oui c'est possible. Allez au colloque CLIC 2019, classe inversée, le congrès, tapez un CLIC 2019, CLIC 2019, vous allez en voir des enseignants du primaire, du secondaire et tout qui font de la classe inversée. Alors évidemment, il y avait des questions. Hein. Alors, c'est pas une blague, hein, je n'ai pas tapé ça tout à l'heure. Mais vos questions, elles se disent, alors, la classe inversée, ça marche mieux. Il y a des résultats de recherche. Et qu'est-ce qu'on fait si les élèves ne regardent pas la vidéo? Et on dit qu'en classe inversée, les élèves n'ont pas de meilleures notes. Aïe, aïe, aïe. Avec ces classes inversées, vous verrez, hein, les élèves ne sauront plus rien du tout. Excusez-moi, mais fadaise que tout cela. Je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. Hein, parce que si vous voulez me dire que vous allez vous en sortir en mettant une vidéo en ligne sur la plateforme, de dire à vos élèves, regardez la vidéo, si vous avez le temps, regardez la vidéo, et on en discutera au cours suivant. Attention, ça ne marche pas. Si, quelques-uns. Mais si vous faites des groupes, ces quelques-uns seront peut-être dans les groupes, vous poserez des petits problèmes, et les quelques-uns qui ont vu la vidéo vont apporter des choses, apprentissage par les pairs, etc. Ça ne marche pas. Ben non, regardez des vidéos. Si vous saviez le nombre de collègues qui m'envoient des vidéos à regarder. Non. Si vous mettez des vidéos en ligne, accompagnez-les d'une activité. Vos étudiants sont en groupe, et vous leur dites, groupe A, groupe B, groupe C, groupe D, groupe E, groupe F, voilà, j'ai mis une vidéo, et la semaine prochaine, le groupe B fera une petite présentation, 3 ou 4 dias du contenu. Le groupe C essaiera de trouver des contre-arguments, le groupe D des arguments en faveur, le groupe E fera une synthèse, peu importe. À ce moment-là, l'étudiant sait qu'à un moment donné, je vais dire, alors le groupe B, vous venez, à ce moment-là, ils vont regarder la vidéo. Accompagner la vidéo de tâches, d'activités, pédagogie active, es-tu là? D'accord? Alors, vous allez me dire, c'est compliqué. On est un peu désorienté. On sent bien qu'il y a beaucoup de choses, qu'il y a peut-être du potentiel. On aurait peut-être besoin d'une boussole. Alors, ça me fait toujours penser à la question des objectifs. Hein. On a dit tantôt, l'apprentissage, il vise quoi finalement?
Est-ce qu'ils visent de la mémorisation? Et c'est utile, la mémorisation. Est-ce qu'ils visent des compétences plus disciplinaires, des compétences transversales, des compétences relationnelles, etc. En tout cas, M. Mazère, là, qui a quelque part développé la notion d'objectif, disait « Si vous n'êtes pas sûr de l'endroit où vous voulez aller, vous risquez de vous retrouver ailleurs. » Et ça, c'est pas grave. Et j'ai rajouté à son texte « et de ne pas le savoir ». Ça, c'est peut-être beaucoup pire. Alors, la cohérence, je vais vite là-dessus. La cohérence, l'alignement, la boussole, je la décris souvent comme ça. Vous allez me dire, c'est des banalités. Si vous saviez le nombre d'enseignements que je peux mettre le bec dans l'eau à cause de ça, c'est parler de méthode sans parler des objectifs. Attention, méthode, qu'est-ce que ça veut dire, méthode? En grec, méta-odos. Odos, le chemin, le cheminement. Le cheminement que je vais proposer aux élèves pour atteindre l'objectif. Oui, ben c'est bien beau de leur proposer des cheminements, mais si vous ne savez pas où vous voulez aller. Donc, indissociablement, la notion de méthode et d'objectif sont reliées, avec une autre, l'évaluation. Comment allez-vous savoir que les élèves ont atteint ça? Alors, si vous saviez, j'envoie des profs, pas vous, hein, mais à l'université, quels sont vos objectifs? L'objectif de mon cours est de développer l'autonomie et l'esprit critique des élèves. Wow! Et vous les interrogez comment pour savoir? Ah ben vous comprenez, j'ai 150 étudiants, je leur donne des QCM. Ah oui, vous ne trouvez pas qu'il y a une incohérence au niveau des objectifs, des méthodes, de l'évaluation, etc. C'est exactement ça. Et évidemment, on parle, est-ce que le numérique est là, est-ce qu'il est indispensable? Ben, c'est la question des outils, la pertinence. On a parlé de la valeur ajoutée hein, des outils, etc. que nous allons interroger. Alors, la suite de l'exposé, je vais vous parler des classes inversées, bien sûr, c'est le fil rouge, mais je vais vous parler de cette question des objectifs, c'est-à-dire du pourquoi. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on est en train maintenant, aujourd'hui, en 2019, de parler de pédagogie active, de classe inversée, alors qu'on a des précurseurs qui parlent de ça depuis longtemps, hein? Socrate qui marchait les péripatéticiens, hein? On pense souvent que c'est autre chose, mais non, c'est des philosophes, qui enseignaient en marchant dans des contextes, voyez-vous. Eh bien, je vais reprendre, disons, ce chemin pour un peu échafauder sur le concept des classes inversées. Alors, les objectifs, pour moi, c'est des enjeux. Des enjeux, c'est-à-dire ce qui est en jeu, ce qui devrait déterminer l'action pédagogique, selon moi, beaucoup plus que des contenus. On n'est quand même plus au siècle des Lumières, de l'encyclopédie, où il y a des pages sur ça et sur ça. Ça reste utile, hein? Attention, je ne suis pas contre. Ça reste utile, mais peut-être que la place de ces contenus n'est plus la même que celle qu'il avait il y a 3 siècles. C'est ça que je veux. Alors, ici j'ai mis des citations, vous irez voir les diapos, mais M. Schleicher, c'est le directeur général de l'OCDE. Il a pas mal écrit, voyez-vous, sur ses élèves. Par exemple, cette citation, « Nous devons préparer des élèves à des emplois qui n'existent pas encore, à des technologies qui restent à inventer et à des problèmes dont nous ne savons encore rien. » Et c'est ça, hein, on a beau sourire, on s'en est toujours sorti. Hein. Ouais, toutes les espèces disparaissent, n'est-ce pas? Faites attention quand même. Il dit aussi d'autres choses. Hein. Vous avez des élèves du 21e siècle, des enseignants et une pédagogie du 20e, bah oui, et une organisation du travail du 19e siècle. Bien découpé hiérarchiquement. Mais mesdames, messieurs, c'est fini. Hein. Mais c'est fini cette histoire-là. Avec le chef, les sous-chefs, les sous-sous-chefs et les personnes en dessous qui ne savent même plus ce qui se passe en haut.
à l'heure actuelle, et c'est nous les humains qui l'avons inventé, ce n'est pas une œuvre du diable. Le numérique nous permet d'horizontaliser ces rapports-là. Évidemment, ça ne va pas se passer tout à l'heure, ni demain. Il va nous falloir du temps. Mais vous connaissez des philosophes, des politiques, des économistes qui nous disent que les structures de gestion de l'État, de l'économie, etc., devront être revues à cause de ce numérique qui est en train de changer notre rapport au savoir, au pouvoir et notre rapport aux autres. Je ne sais pas encore comment, vous ne le savez sans doute pas non plus, mais on peut le prédire. Ken Robinson, l'élément, aider l'élève à trouver son élément, peut-être certains ont lu ce livre. Alors, je vous fais ici un tout petit historique. En 1990, il y a 5 ans, quelque chose comme ça, quand on parlait de la notion d'objectif, à moi en tout cas, on me l'a expliqué comme ça, c'est très simple, Marcel, un objectif. Tu commences par l'étudiant sera capable de, tu mets un verbe et un substantif. L'étudiant sera capable de synthétiser une œuvre de Camus. Voilà. En 2000, arrive la notion de compétence. Non seulement il doit y avoir des savoirs, mais ces savoirs doivent pouvoir être mobilisés, cherchés dans des contextes différents. 10 ans après. Et puis on arrive en 2010, je ne sais pas si c'est arrivé en France, mais ça commence à se travailler dans les fameux pays nordiques, hein, vous savez, où on dit « Oh, les classes en Finlande, oh. » On ne parle plus des objectifs, on ne parle déjà plus des compétences, on parle des learning outcomes, les acquis d'apprentissage. Qu'est-ce que l'élève sera capable de faire et comment, attention, tenez-vous bien, l'élève, va vous le démontrer. On change complètement la notion d'évaluation où un professeur interroge l'élève pour savoir s'il a bien compris, à un élève vient se présenter chez moi et je lui dis « Qu'est-ce que tu as fait avec mon cours? Qu'est-ce que tu pourrais faire avec ça? Prouve-le-moi. » Et on retrouve cette notion du chef-d'œuvre que vous connaissez bien, de la production finalement, du signe de l'apprentissage. Vous voyez un peu en 30 ans seulement, on parle de quelque chose lié au savoir, à quelque chose lié à l'enseignement, et finalement quelque chose qui revient très fort à l'apprenant. Alors, ça vous avez vu hein, sur l'Internet, les compétences du XXIe siècle. Ça va être terrible, hein, parce qu'il y aura toujours des capacités de lecture et d'écriture. Il faudra quand même qu'on puisse lire, sinon c'est même pas lire les pages web. Hein. Ah oui, il faudra quand même ça, sont fondamentales. Puis des compétences, esprit critique, créativité, et puis ils ont noté traits de caractère, hein, la curiosité, l'initiative, l'adaptabilité, etc., etc. Attention, ça ne veut pas dire qu'on va devoir ajouter des cours d'esprit critique. Hein. Un peu comme avec le numérique, je ne sais pas ce qu'ils ont, mais on a dit dans les éducations nationales, en Belgique aussi, on doit mettre le numérique à l'avant-plan, on doit faire ça, le numérique est là, il faut, et on a mis des cours de codage informatique. Excusez-moi, je pouffe de rire, ça n'a rien à voir. Le numérique touche de nouveau au savoir, notre rapport au savoir, notre rapport aux autres, les relations. Le codage, il est intéressant, je ne suis pas en train de vous dire que ce n'est pas intéressant, mais ce n'est pas le fait de mettre des cours de codage qui va résoudre le problème de l'appropriation du numérique par les élèves. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Apprendre à faire fonctionner des robots. Qu'ils apprennent à faire fonctionner des humains. C'est peut-être la vraie question, voyez-vous. Ok. Alors, savoir et compétences, vous aurez de la lecture. Ce qui m'a intéressé dans la figure qui est là, elle est très loin, hein, mais vous voyez des cadrans, l'esprit critique, la créativité, l'engagement social, la communication, etc. Et vous voyez les compétences du XXIe siècle, et beaucoup de personnes un jour m'ont dit, mais où sont les savoirs? Où sont les savoirs, les disciplines, la chimie, les maths? Alors regardez bien, ça va être rapide. Vous avez vu le petit anneau blanc là?
On y va, ils sont là autour. Il y a 20 ans d'ici, on mettait les savoirs au centre et les compétences autour. Bien sûr qu'il faut avoir les savoirs avant d'exercer les compétences. À l'heure actuelle, on met les compétences au centre et les savoirs autour. Les savoirs sont devenus périphériques. Ils sont accessibles. Les élèves peuvent aller les chercher quand ils en ont besoin pour résoudre un problème, un exercice, comme vous le faites. Est-ce que ça vous arrive souvent de lire des théories et de ramasser des problèmes ensuite? Ah non, vous avez un problème avec le percepteur des impôts, avec votre médecin, une question de santé. Vous avez le problème d'abord et vous allez chercher les savoirs ensuite. Alors vous n'êtes peut-être pas à droit. Ah oui, il y a des savoirs, ils ne sont pas justes, ils ne sont pas bons, etc. Ah oui, il y a des savoirs qui ne sont pas justes sur Internet. Oh mon Dieu, mais apprenez à vos élèves à les distinguer. C'est ça une des compétences. Retourner le problème en objectif finalement. Alors, ceci je parle. Alors, la question des méthodes, objectif puis les méthodes. La question des méthodes, moi j'ai une conviction. C'est la seule. C'est une phrase que j'ai trouvée dans un bouquin en 88. Former, enseigner, c'est donner à l'apprenant des occasions où il va, lui, apprendre. C'est tout. Ça ne vient pas tout seul. Quand j'étais jeune prof, quelques semaines avant mon cours, je disais « Ah là là, qu'est-ce que je vais leur enseigner mardi prochain ?» 25, 30 ans après, qu'est-ce que je vais demander à mes élèves de faire mardi prochain? Ça, ce sont les bonnes questions. Les savoirs, ils sont là. Oh, évidemment, on les a adorés, hein, c'était le veau d'or et tout. Ils sont toujours là, ils sont importants. Je ne les renie pas. Tout ce que nous avons vient de ces savoirs. Mais peut-être que pour cet étudiant qui va vivre dans un monde que nous ne connaissons pas, contrairement à nos aïeux, il faudra lui donner peut-être cette transversalité dans les apprentissages que nous connaissons bien. Alors, d'autres citations, je vous cite Michel Serres, une petite pensée pour lui. J'ai été très ému parce que ça a été un de mes maîtres, en fait. J'ai rencontré non pas le Michel Serres qu'on connaît des dernières années, mais tout au début de sa carrière, il était didacticien des sciences. Il a écrit des gros bouquins sur l'histoire des sciences, et c'est là que je l'ai connu. Alors évidemment, après, j'ai lu en me délectant, petite poussette, hein, vous savez, celle qui tape tellement vite avec ses pouces. Tantôt, vous me verrez sur mon smartphone, moi je fais ça avec mon index, hein, petite poussette, elles font ça. Le fameux « C'était mieux avant », hein, un dernier livre qui a été grand public. Et là, il nous dit le savoir. Mais qu'est-ce que vous voulez encore transmettre? Tout est transmis. En 1983, donc ça remonte, 25 ans, des enseignants me posaient la question suivante, et vous allez la traduire. Monsieur Lebrun, est-ce que vous pensez qu'un jour, les ordinateurs vont remplacer les enseignants? Vous avez déjà posé cette question? Moi, je répondais toujours oui. Si un enseignant me pose une question pareille, il y a beaucoup de chances qu'il soit remplacé. Parce que si vous pensez que votre rôle, c'est seulement, c'est pas dit, pas du tout, seulement de transmettre, vous êtes déjà remplacé. Je suis désolé, vous l'êtes. Les hommes ont inventé des machines à transmettre. Mais vous êtes plus que ça. Alors, s'il vous plaît, faites-le. Pensez que vous avez des humains et pas des enregistreurs à cassette devant vous. Je pense que c'est vraiment une pensée à avoir. Alors, des résultats de recherche. Alors ici, je risque de me brûler. Quand je parle des classes inversées et des pédagogies actives, vous savez, il y a ceux que j'appelle, il doit y en avoir ici, alors venez le voir, la tribu des grognons. Est-ce que vous avez des preuves que les classes inversées marchent mieux que le magistral? Alors, vous reprenez, c'est basé sur des principes de pédagogie active, on apprend par soi-même, jamais sans les autres, etc. etc. Oui, mais il y a les recherches de Attille, si vous ne connaissez pas, allez voir.
Atty, en 2008, oui, 2008, c'est une date pivot hein, quand même, il a fait un classement des méthodes. Il a fait des méta-analyses de méta-analyses. Ça concerne 50 000 études en éducation. Il les a toutes regardées et il a essayé de classer le mieux possible, parce que les études sont parfois un peu différentes. Ces 50 000 études, et il a classé les méthodes pédagogiques. De la meilleure, vous voyez le chiffre, je ne vais pas vous faire un cours de stats, hein, mais 0,74, et puis ça diminue, et puis ici, ça continue à diminuer. On y voit très bien que l'enseignement, que l'on appelle direct instruction, l'instruction directe, on ne joue pas avec les méthodes actives, l'élève va construire son savoir. Je vous dis ce que vous devez savoir, vous ne comprenez pas, vous me posez une question, je vous réponds directement, feedback immédiat, etc., etc. Arrive en bonne position. Par contre, des méthodes comme l'apprentissage par problème, ben, il arrive loin. Et donc, voilà, mesdames, messieurs, j'en ai fini avec les classes inversées, ça ne fonctionne pas si bien que ça. Allez, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Le principe de cohérence objectif-méthode. Il n'est pas possible de classer des méthodes pédagogiques sans faire référence aux objectifs où elles veulent conduire. Alors j'interroge M. Atty, je regarde comment il a fait pour classer. Ben, il a regardé des résultats des tests des élèves, mais des tests de connaissances. Et donc si votre objectif est juste de transmettre des connaissances, en faisant attention à tout ce que Guillaume a dit, hein, pour améliorer le plus possible la rémanence, l'utilisabilité des connaissances, etc. Mais oui, peut-être que le DRS Instruction veut bien, marche bien. Mais si vous voulez développer l'esprit critique, l'autonomie, la communication, etc., ces tests ne disent rien du tout. Donc faites attention à cela. Pas mal d'études disent que oui, il y a eu des recherches en pédagogie et les classes inversées, les pédagogies actives, c'est pas bon, mais c'est simplement parce qu'on mesure à l'aune, si vous voulez, de savoir ou de contenu qui ne sont pas nécessairement vidés dans une pédagogie par problème et par projet. Si vous faites une interro à la fin en demandant des questions sur les dates, les savoirs, les énoncés de théorèmes, ben oui, peut-être bien que les élèves pourront moins bien répondre, mais ils auront appris des tas d'autres choses que le test ne permet pas de savoir. Oui, faites attention à ces choses-là. Les dispositifs hybrides. Quand on parle de classe inversée, on parle de dispositifs hybrides, puisqu'il y a, et je ne l'exclus pas, des moments d'enseignement, il y a des moments d'activité, il y a des activités qui se passent en présence, d'autres qui se passent à distance. C'est bien ce que j'ai dit tout à l'heure. En 2010-2014, avec des collègues de France, de Suisse, d'Espagne, etc., nous avons fait une recherche sur les dispositifs hybrides, bien sûr dans l'enseignement supérieur. Enfin, bien sûr, parce que c'était l'objet de notre question. Nous avons mis en évidence des paramètres qui étaient là. La qualité des ressources, la qualité de la formation des élèves. Suffit-il de dire aux élèves, allez, maintenant vous allez travailler en groupe, les 6 là, les 5 là, là, voilà des problèmes, travaillez. Suffit-il de les faire travailler en groupe pour qu'ils développent la compétence en travail d'équipe? Ben non, ben non. Parce que pour développer la compétence, bien sûr qu'ils ont besoin de l'exercice du travail de groupe, mais il faudrait les prévenir des objectifs. Après le travail de groupe, il faudrait analyser non pas le contenu qu'ils ont trouvé, mais le travail de groupe lui-même, etc., etc. C'est comme ça que ça deviendra une compétence. Donc on a mis si vous voulez, en évidence plusieurs facteurs. L'accompagnement méthodologique, l'accompagnement technologique, la présence d'outils, la qualité des ressources, l'invitation de ressources externes. Est-ce qu'on va aller chercher des ressources qui viennent des contextes, etc. Ou juste des ressources qui sont dans le manuel, je veux dire. Ce qu'on a montré, c'est que les 3 premiers points, si vous voulez, à votre gauche, sont des méthodes hybrides mais terriblement orienté enseignement. C'est de l'enseignement à distance,
basé sur des ressources, basé sur du multimédia, basé sur des formes d'enseignement programmées, hein, réponds à telle question, si tu as répondu ça, tu vas à tel endroit, etc. Et les trois qui sont à votre droite sont des dispositifs hybrides centrés sur le travail de l'étudiant. L'étudiant en groupe, même à distance, va travailler via une plateforme, via Facebook ou ce qu'ils veulent. Hein. Vos élèves, ils savent comment on fait pour travailler à distance en groupe. Eh bien, ils vont créer des projets, venir les présenter dans un studio, etc., etc. Ben, regardez un peu notre recherche, pourtant, là, c'est une recherche latine, hein, quelque part. Ben, on voit bien que les facteurs de motivation, les activités, les interactions, et ici je parle non pas du professeur, hein, les enseignants sont toujours contents de leur dispositif. Ici nous avons interrogé les élèves qui ont vécu ces dispositifs, et on voit bien que presque tous les facteurs d'apprentissage augmentent en fonction du degré d'implication et d'engagement, et de suivi et d'accompagnement de l'élève dans le dispositif. Donc cela existe. Alors, ici, je vous ai parlé de la classe inversée et de différentes questions qu'il faut se poser quand on veut se lancer dans la classe inversée. Je vous rappelle, les leçons, c'est caricatural, hein, les leçons à la maison, les devoirs en classe. Hein, parce que normalement, c'est l'inverse. On a les leçons en classe et les devoirs à la maison. L'idée de la classe inversée, c'est de retourner ça. Ce que je vous ai décrit, c'est exactement ça. La classe inversée, celle que j'appelle de type 1, invention de Berkman, César, vous vous souvenez, les deux chimistes, etc. L'idée de ce type 1, c'est quand même, toujours et encore, la théorie d'abord, même si elle vient à distance avant le cours. La plupart des vidéos, ben, elles expliquent l'oxydoréduction, le théorème de Pythagore, la règle de 3, etc., etc. La théorie d'abord, et en classe, on fait des applications, des exercices, des problèmes. Ça, c'est bien l'idée de la classe inversée. Marcel Lebrun, personne ne vous dit voilà ce qu'il faut faire dans les classes et tout. Je vous dis, voilà peut-être une façon de faire à essayer, à partager entre vous. Oui. Il y a, et ça c'est pas moi qui l'ai inventé dans ma chambrette un soir, c'est en interrogeant justement des enseignants lors de colloques, etc., au CLIC par exemple, mais je me dis, mais bon Dieu, ces enseignants, ils disent qu'ils font de la classe inversée, mais c'est pas du tout les leçons à la maison et les devoirs en classe. Alors que font-ils? C'est le type 2. Imaginez ceci, je préfère donner des images. Vous êtes en groupe, et je vais donner, imaginons que nous travaillons un cours sur le numérique à l'école. Vous, votre groupe, ça va être la motivation avec le numérique. Ok. Vous, votre groupe, ça va être les réseaux sociaux dans l'éducation à l'école. Vous, votre groupe, ça va être les serious games, les jeux d'aventure, escape games, enfin, tout ce qui a un peu game. Vous, votre groupe, ça va être comment finalement on peut gérer, tenir, accompagner des groupes variés d'étudiants. Vous, votre travail, ce sera le numérique, mais la différenciation. Sur la plateforme, chaque groupe trouvera des ressources, mais s'il vous plaît, chers étudiants, vous pouvez en prendre d'autres qui vous intéressent. Le premier groupe, j'ai ça au tableau, vous viendrez présenter le 3 septembre, le groupe suivant le 10 septembre, etc. Autrement dit, j'envoie mes étudiants dans la nature, quelque part, chercher des informations, je ne leur ai pas donné des vidéos, des choses comme ça, ils peuvent aller chercher des ressources dans la nature, ils doivent en faire une synthèse, et ensuite, à la date dite, leur dite, ils vont présenter eux-mêmes ce qu'ils ont trouvé devant les élèves. Je ne sais pas ici en France comment on appelle ça, mais ça ressemble quand même très fort à ce qu'on me demandait de faire à l'école secondaire, des élocutions, dissertations. On me donnait une thématique et je devais venir présenter devant les autres. Vous allez me dire, c'est pas nouveau. Non, mais à l'heure actuelle, ça se répand, ça se diffuse, etc., etc. Ça, c'est ce que j'ai appelé le type 2. C'est-à-dire, il n'y a pas une théorie qui est donnée avant et vous ferez des exercices en classe,
mais il y a un contexte qui est donné d'abord et que nous allons modéliser en classe ensuite. Un peu comme si, à partir de tout ce que vous avez trouvé sur Internet, nous allons essayer ensemble de théoriser, de modéliser, de donner du sens, etc. Vous comprenez que ce n'est plus la théorie avant, les exercices après, mais c'est le contexte avant et la théorie ensuite. On a inversé quelque chose. Il y avait aussi des enseignants qui faisaient encore autre chose. Vous comprenez pourquoi j'ai appelé ça les classes inversées. Le type 3, c'est un mélange de type 1 et de type 2. Alors regardez bien. Rappelez-vous, le premier rectangle ici en haut, c'est prendre connaissance de la matière. Celui-là, c'est les exercices, les applications en classe. Ici, c'est explorer les contextes. Et ici, finalement, c'est partager, communiquer, modéliser, etc., etc. Alors regardez bien ce que font les enseignants du type 3. Vous prenez les deux derniers rectangles en bas et vous les mettez comme ceci, le type 2. Vous prenez les deux rectangles en haut, 3, 4, et vous complétez la boucle ici. Et vous obtenez une sorte de cycle. Vous voyez ? Et je vais lire avec vous ce cycle-là. 1. Les étudiants partent, ils explorent les contextes, ils vont chercher des informations. 2. Ils reviennent en classe, en amphi, peu importe. Ils partagent les informations qu'ils ont trouvées. Remarquez bien que je peux compliquer les choses en disant le groupe B va présenter, mais c'est le groupe C et le groupe D qui vont leur poser des questions sur leur sujet. Vous voyez, on peut complexifier tout ça. Lors de la séance 2, des questions se posent. On dit, mais comment ça se fait que le groupe A a dit qu'avec le numérique, il n'y avait pas de motivation et que le groupe E dise que le numérique peut être motivant? Il y a des questions qui se posent. Donc, on va avoir besoin d'aller voir les théories. Point 3 qui est là en bas. Et ensuite, une fois qu'on aura été voir et reconstituer les théories, ben on va essayer de voir si ces modèles, théories, etc., on peut les appliquer à d'autres choses. Ce cycle-là, il existait parce qu'on croit inventer des choses, on l'invente dans la pratique. Si vous voulez, la création de la science humaine, c'est de partir des pratiques, de la distiller pour avoir des règles. Et ces règles retournent vers les pratiques et elles se modifient elles-mêmes. Il n'y a pas d'invariabilité ni de déterminisme comme on pourrait le croire. Donc, cycle de Kolb. Alors, peut-être c'était un peu compliqué, je résume. Rapport au savoir. Là, ben, vous connaissez ça. Le professeur dispose du savoir et il le transmet. Deuxième niveau, on lit difficilement, mais c'est là. Les savoirs du cours sont externalisés, ils sont dans le cloud. Souvenez-vous de la vidéo de ce prof qui donne cours au tableau. Et 3, ce sont les élèves eux-mêmes qui ramènent les savoirs. Les savoirs du prof, les savoirs qui sont disponibles sur Internet et les savoirs qui ont été récoltés par les élèves. L'autre axe, ce sont les rôles. Tout en bas, le professeur donne son cours. Point suivant, les étudiants participent au cours, pédagogie active. Et point tout au-dessus, les étudiants construisent le cours eux-mêmes. Ah oui, quand ils viennent expliquer ce qu'ils ont trouvé aux autres, ben, ils sont en train de faire de la transmission d'enseignement vis-à-vis de leurs collègues. Vous retrouvez le type 1, les savoirs sont dans le cloud et les élèves font des applications. Vous retrouvez le type 2, les élèves cherchent des savoirs et construisent le dispositif pour leurs collègues. Le mélange des deux ben, s'appelle le type 3. D'accord? Et finalement, vous avez une série de vocables, la classe inversée associée au type 1, les classes inversées qui sont un joyeux mélange de toutes les activités pédagogiques dont je vous ai parlé, et finalement, parce que vous en avez entendu parler, vous avez vu une affiche dans le couloir, la classe renversée de, par exemple, Jean-Charles Caillé, prof à la Cato de Lille, qui lui demande aux élèves de chercher les ressources,
de préparer les notes pour les autres élèves, de préparer des problèmes, et à un groupe, de préparer l'évaluation pour un autre groupe. Le prof ne fait plus rien. Il scénarise, il répond aux interpellations, il aide à construire le cours et à, si vous voulez, déceler les compétences transversales qui sont en train de se développer. Voilà, on avance sur ce point. Alors, parfois, j'ai vu aussi une citation dans le couloir. Il paraît que Lebrun, quelqu'un en Belgique, aurait dit « La classe inversée, c'est remettre l'école à l'endroit. » Il y va fort, hein. Remettre l'école à l'endroit, mais enfin, hein. Ce que je veux dire, c'est ceci. Vous avez entendu parler, certainement, de la taxonomie de Bloom. Benjamin Bloom, 1956. C'est vieux. Toujours utilisé. Vous regardez les derniers textes de l'Union européenne sur les compétences, on cite Bloom. Qu'est-ce qu'il dit Bloom? Ben, il nous dit, pour apprendre, il faut d'abord, remember, se souvenir, comprendre, appliquer, analyser, évaluer, créer, etc., etc. Autrement dit, le savoir d'abord. Cher Monsieur Lebrun, comment voulez-vous que les étudiants fassent de la démarche de résolution de problèmes quand ils ne connaissent encore rien? C'est ce qu'il dit, il faut d'abord connaître avant de pouvoir appliquer. Hein? Bon, on avance. Bloom, il dit donc ça. Il faut comprendre, il faut, là il y a un petit décalage, mais c'est pas grave, analyser, évaluer, créer, etc. Ensuite. Ça, c'est l'école. C'est même le type 1 de la classe inversée, les savoirs d'abord, que ce soit par l'enseignant ou par des vidéos, les applications ensuite. Mais dans la vie quotidienne, je vous l'ai dit tantôt, est-ce qu'il vous arrive souvent de lire des théories et d'avoir des problèmes ensuite? Si c'est le cas, mes consultations sont à 50 €, je vais vous conseiller de ne plus lire des théories. Non. Vous rencontrez des situations de vie quotidiennes, professionnelles, etc. Certaines vous paraissent bizarres, et soit en demandant à un collègue, soit en allant voir sur Internet, soit en achetant un bouquin, que sais-je, ben vous allez vous faire une idée. Autrement dit, il y a le contexte d'abord, et si vous voulez, la partie contenu, modélisation, connaissance qui vient ensuite. Ça, c'est la vie quotidienne. Et c'est pour ça que je dis, les classes inversées, c'est peut-être remettre l'école à l'endroit par rapport à la manière dont dans la société, et n'oubliez pas que l'école est une préparation à la société, on envisage le rapport entre le problème et les savoirs. D'accord? Alors, voilà, on retrouve bien ces types 1. Alors, croyez-moi bien, je vous l'ai dit tantôt, moi je ne vois pas de la classe inversée. Comme beaucoup de profs qui ont fait le chemin que j'ai fait, que vous avez fait sans doute, j'adore trop l'enseignement magistral pour croire complètement aux pédagogies actives, n'est-ce pas? Je vous le dis. Je pense par contre que ce que je vous ai dit, c'est essayer peut-être d'apporter un principe de variété, de donner plus de sens aux choses, de partir des contextes, de faire comprendre à ces élèves qu'à l'école, ils ne sont pas les uns contre les autres et que ça va être une tendance qu'ils vont reproduire dans leur vie professionnelle, mais qu'ils peuvent apprendre des autres. Vous savez, je vais vous le dire, je le dis peu en conférence, peut-être que ma façon de raisonner avec ce contexte, cet apprentissage par les autres, etc., me vient de mon expérience en école primaire. Je suis né dans un petit village, dans le Hainaut, en Belgique, et l'école, c'était une très grande salle où l'institutrice toute seule s'occupait des 6 premières classes de l'école primaire, à la première, etc. Elle faisait ça toute seule. Elle demandait aux plus petits d'aller près des plus grands pour leur faire expliquer, à un plus grand de venir donner la leçon. Quand elle voyait des élèves en difficulté, elle travaillait avec ceux-là et elle disait aux élèves qui avaient compris, va t'occuper peut-être des petits, explique-leur. Elle travaillait la classe mutuelle, n'est-ce pas? À l'heure actuelle, on a redécouvert la classe mutuelle. Oui, mais c'est bien, mais ça existait déjà.
Et je pense que ça laisse des expériences comme celles que j'ai vécues. Alors, évidemment, il y a des bémols, des challenges, il y avait pas mal de vos questions. Si les élèves ne lisent pas les vidéos, attendez, quoi d'autre oui, ben, les étudiants et les profs, hein, les étudiants et les profs tous les deux, ben, conservent une attitude très traditionnelle par rapport à l'enseignement. Ils ont du mal, ils n'ont jamais fait comme ça. Ils ne voient pas tout à coup pourquoi ce prof veut les faire travailler, alors qu'un autre prof il donne son cours, on peut roupiller, faire son courrier et du Facebook en même temps, il n'y a rien qui se passe. Donc c'est vrai, il y a ces questions de posture. Il y a aussi les vidéos, oh là là, quand je vois les vidéos que les profs mettent, et Marcel Lebrun entre autres, mais des vidéos d'1 heure. Comment voulez-vous que quelqu'un tienne 1 heure à regarder une vidéo avec un type qui se balade dans les concepts, mais comme c'est pas croyable, tout en disant aux autres qu'il ferait bien de contextualiser, quoi. Ben oui, je le sais. Mais les vidéos sont quand même trop longues. Les activités en classe. Oh, les professeurs ne sont pas tellement préparés. À nouveau, on a lancé des classes inversées. Alors, mettre des vidéos en ligne, ça, ils ont fait. Oh là 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 là. Il y en avait, mais pour un cours donné, ils n'avaient pas mis une vidéo, mais ils en avaient mis 17. Et ils avaient mis 3 textes en plus, sous prétexte que certains aimaient mieux de lire. Oui, évidemment, c'est beaucoup trop, mais qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Lorsqu'on dit aux enseignants, cela va vous permettre de développer des activités en présence. Ils arrivent en présence. Vous avez vu la vidéo? Avez-vous des questions? Il n'y en a pas. Ils ont conclu qu'il n'y a pas de... Non, vous devez de nouveau préparer des activités, des thématiques, des groupes qui vont intervenir, d'autres qui vont challenger, etc. Il y a une scénarisation de l'activité en présence que nous allons devoir apprendre et que nos maîtres à nous ne nous ont pas nécessairement expliqué. Alors, on trouve dans la littérature des premiers résultats de recherche. 1. Expliciter les attentes et expliquer le dispositif aux élèves. Dans quel jeu est-ce qu'ils vont jouer? Quand je donne mon tout premier cours, j'ai un cours entre autres, je pense à celui-là, il fait 15 heures. La première heure est passée à expliquer comment les élèves vont travailler. Ils reçoivent un syllabus, c'est pas les contenus, hein, c'est le dispositif, qui explique, mais tout. À quoi ils vont devoir arriver, ce qu'ils vont devoir présenter, quel groupe va travailler sur quoi et sur quoi. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Ça a été vite, hein. Au début, je donnais des travaux aux élèves et je demandais de les déposer sur la plateforme. Je disais, le travail que vous allez déposer en groupe de 3 devra faire 8 pages. C'est clair, hein? Mais, monsieur, la page de titre, elle compte dans les 8 pages? Vous avez demandé 10 références. Elle compte dans les 8 pages. J'ai vite décidé de mettre tout ça dans le syllabus. Donc, c'est extrêmement clair et précis et ça décrit toutes les activités dans mon cours. Ça les rassure, hein, quelque part. Préparer les élèves à la façon d'apprendre en inversé. Quelle est la philosophie là derrière? À quoi ça va leur permettre d'être de meilleurs professionnels et de meilleurs citoyens dans une société dont on devine peut-être un peu le contour, mais dont on ne sait rien. Concevoir finement les productions vidéo. Je suis étonné, hein. Il y a 30 ans d'ici, même 40 ans, on parlait beaucoup de la vidéo éducative. Il y a eu des bouquins et des bouquins et des bouquins expliquant comment faire une bonne vidéo, le rythme, la tenue du présentateur, les sous-titres et tout. Et maintenant, on voit des vidéos sur le web, on dirait qu'on a tout oublié. On a tout oublié. L'enseignement à distance existe depuis 150 ans. On veut promouvoir des activités à distance, on oublie toutes les leçons de l'enseignement à distance qui ont déjà été tirées. Vous voyez, donc il y a là un travail de formation, mais qui est gigantesque. Délimiter et limiter le travail en autonomie. Ne demandez pas aux élèves un travail qui va leur prendre 4 heures le soir et des choses comme ça. Ça doit être relativement bref.
Ce que je fais, moi, c'est dans mon cours lui-même, quand mes élèves sont là, généralement, les dernières 20 minutes, je leur donne du temps pour qu'ils puissent travailler en présence sur leur projet. Et évidemment, moi, je peux passer et répondre à leurs questions. Vous voyez, il faut vraiment réfléchir sur cette scénarisation, présence-distance, associer une plateforme. On en parlait encore hier. Vous avez une plateforme, elles sont trop peu utilisées, sauf pour le dépôt de ressources. Pourtant, ces plateformes que vous avez ici, je crois que c'est ça, ou bien Moodle, etc., elles permettent de créer des groupes, etc. En 1995, je faisais, souvenez là quand j'ai dit le groupe A, le groupe B travaille là-dessus. En 1995, je faisais ça. Je devais travailler 3 heures la veille sur une table, préparer les documents du groupe A. Ils sont 7. Un document, 2 documents, 3 documents, 4 documents. Le groupe B, ils sont 6, un document, 2 documents, mais différents, etc. Et je faisais des piles, et je partais dans l'amphi avec mes trucs, et puis je disais, le groupe A, venez prendre les documents, etc. Avec une plateforme Moodle ou les autres, vous créez des groupes, vous mettez les PDF des documents dedans, time, c'est fini, quoi. Donc la plateforme ne va pas tout résoudre, surtout pas la pédagogie, mais vous permet d'alléger en tout cas la logistique. Alors les outils, je vais terminer là-dessus, parce que c'est quand même mon dada initial, les technologies. Le numérique est-il utile pour faire des classes inversées? Plusieurs ont posé cette question. Ben pas du tout, je vous ai dit, on peut faire des classes inversées avec un livre, avec des supports, avec des images découpées dans des revues, enfin que c'est pas absolument indispensable. Néanmoins, le numérique, il est là pour nous aider dans la gestion, si vous voulez, aussi la scénarisation de nos activités pédagogiques. Alors, pour vous dire ce que j'ai à vous dire, je vais commencer par une contre-vérité à peu près, quoiqu'il y ait beaucoup de choses intéressantes dedans. Si vous pensez au rapport PISA, et c'est intéressant, il y a ce rapport, il est disponible, il s'appelle « Connecter pour apprendre » sur le site de l'OCDE. Et la conclusion, comme ça je ne devrais pas travailler après-midi, on va tout arrêter ici, ça va être facile. Conclusion, les pays qui ont consenti d'importants investissements dans les TIC, les technologies de l'information et de la communication, dans le domaine de l'éducation, n'ont enregistré aucune amélioration notable des résultats de leurs élèves en compréhension de l'écrit, en mathématiques et en sciences. Mesdames, messieurs, merci beaucoup, c'était bien. Mais enfin, mais quelle bêtise de nouveau de sortir des trucs pareils, comme si les technologies simplement mises dans un groupe allaient apporter des plus-values. Si vous voulez utiliser des techniques à des fins pédagogiques, mais il faut que la pédagogie change pour accueillir les plus-values de l'outil. Et donc, par rapport à cette phrase, j'avais publié 3 grandes remarques. La première, pas accordée, mais la plupart du temps, quand je vois des enseignants, et ils font ce qu'ils peuvent aussi, je ne me moque pas, utiliser les technologies, ils utilisent les technologies pour faire la même chose qu'avant. Et alors, on lance des escouades de chercheurs pour voir s'il y aura une différence. S'ils font la même chose qu'avant, peu importe qui est la technologie, il n'y aura pas de différence dans les résultats. Et ça, je n'en ris pas, savez-vous. Vous savez pourquoi? C'est parce que, peut-être que notre ami, la neuroscientifique, pourrait nous en dire quelque chose, parce que nous faisons tous comme ça. Je me souviens de la première fois que j'ai acheté un appareil photo numérique. Grosse boîte, j'ouvre la boîte, recharger les piles avant d'utiliser. Manuel. Comment utiliser 160 pages. Ah, voilà l'appareil. Ah, voilà la pile. Ah oui, ça c'est là. Oh, Marie-Louise, c'est mon épouse. Viens voir, ça prend des photos. Oui, mais nous avons tous fait comme ça. Aller trop vite pour utiliser l'outil. Mais si nous ne lisons pas le mode d'emploi, les particularités de l'appareil photo, pouvoir changer la sensibilité, avec une pellicule, on ne sait pas le faire facilement, pouvoir régler la balance du blanc, tout ça, on va passer à côté. Autrement dit, on va continuer à faire la même chose qu'avant avec le nouvel outil. Et il n'y aura pas de valeur ajoutée.
L'autre chose, c'est généralement pour dire, on a déjà vu ça, pour valider l'impact des technologies, on fait deux groupes. Hein. Vous allez travailler avec les technologies, vous allez travailler sans. Le professeur qui va travailler sans va dire à ses élèves, vous savez, on n'a pas eu de chance. Hein. Dans l'autre groupe, ils ont des technologies, mais on va leur montrer qu'on fait aussi bien qu'eux, d'accord? Ouais, on va. Vous savez, nous, on a eu de la chance. Hein. On va avoir les technologies dans la classe. Vous savez, je ne sais pas très bien comment ça marche, hein, mais vous allez m'aider un petit peu. Hein. Mais vous comprenez bien que ces deux postures par rapport à l'intrusion, à l'entrée de la technologie, vont déterminer des résultats de manière différente. Et malgré tout, on va faire passer les mêmes tests au groupe A et au groupe B, et on va trouver qu'il n'y a pas de différence. Puisque, selon moi, l'impact des technologies, c'est justement sur des compétences. Chercher l'information, la valider, travailler avec les autres à distance, etc. etc. Mais ce n'est pas ça qu'on mesure avec les tests. Et finalement, le dernier avis, est-ce qu'on forme vraiment les élèves à ces choses-là? Est-ce qu'on forme vraiment les élèves à travailler en groupe? On leur dit, allez, travaillez en groupe. Généralement, pas de consigne, rien du tout. La cloche sonne, voilà, c'est terminé. On n'a même pas eu le temps de débriefer le travail de groupe, etc. Donc voilà, il y a sans doute beaucoup de travail. Je ne me veux pas du tout comme un prophète du désespoir. Au contraire, j'ai énormément d'enthousiasme. Mais je veux bien vous délimiter ces ornières de l'innovation. Et vous savez, je les ai décrites il y a très très longtemps. C'est un dessin que j'ai fait, que j'ai commandé à un dessinateur. Il a parfois été repris sur des sites et qui montre cette fossilisation des pratiques, refaire avec le nouvel outil ce qu'on faisait déjà, la fameuse métaphore de l'aspirateur. On a un nouvel outil, l'aspirateur, mais on l'utilise pour faire comme ça sur un tapis et on considère que ça ne marche pas bien. Je pense que c'est une métaphore des technologies. Alors les recherches, je vais très vite, ce sont des recherches qui ont montré en interrogeant des enseignants que les type 1, type 2, type 3, ça existait. Il y avait même du type 0, c'est-à-dire des gens qui me disaient « je fais de la classe inversée, oui ». Et puis on lui demandait qu'est-ce qu'il faisait pratiquement rien du tout du magistral. Donc parfois, il y a des personnes ici, j'en suis sûr, qui font de la classe inversée et qui se disent moi j'ai toujours fait de la classe inversée, je ne l'appelle pas comme ça, bon. Et il y en a d'autres qui croient faire de la classe inversée parce qu'ils mettent de temps en temps une vidéo sur le web. Oui, chez les humains, ça existe, ces choses-là. On remarque que le type 1 développerait, donc souvenez-vous le type 1, les vidéos avant, les exercices ensuite, développerait surtout des compétences que je vais appeler disciplinaires. Il y a la discipline en jeu, tandis que le type 2, ce n'est pas très étonnant, il est là, le type 2, il développe plutôt des compétences de type transversal, communiquer, exercer l'esprit critique. Ce n'est pas très étonnant comme résultat. Alors je terminerai par la différenciation pédagogique, qui interroge beaucoup. Je vous l'ai dit, les étudiants ne sont pas des particules élémentaires. Ils sont malgré tout différents, ils ont des attentes différentes, même si ils travaillent tous de la même façon, ils ont des préférences, on a bien expliqué ça. Mais malgré tout, ils ont des différences, certains préfèrent. Vous savez, il y a deux grands types, ça a quand même été validé pédagogiquement, par rapport à des savoirs. Il y a des élèves qui sont dans la posture « dites-moi ». Allez, dites-moi, racontez-moi, expliquez-moi. Ah, encore travailler en groupe, mais non, vous avez la réponse, donnez-la-moi. Et d'autres qui seraient plutôt dans la posture « laissez-moi faire, laissez-moi bidouiller, etc. etc. » On trouve les deux postures, face par exemple aux petits robots qu'ils doivent construire à l'école. Certains ont envie de se lancer, de manipuler directement, et d'autres vont lire le mode d'emploi de la page 1 jusqu'à la page 160. Alors la différenciation, en fait, il y a plusieurs types de différenciation qui sont possibles. Sur les contenus, dans mon cas, mais ce n'est pas possible dans toutes les classes, tous mes élèves n'apprennent pas tous les mêmes savoirs avec la même densité. Le groupe qui doit travailler sur la motivation, ce sont des chefs dans ce domaine-là. Les autres, ils auront entendu certaines choses, mais ils n'auront pas travaillé avec autant de profondeur.
Différenciation sur les contenus, sur les produits. Hein. Qu'est-ce qu'on attend? Le groupe A devra faire une présentation orale, le groupe B une présentation écrite, le groupe C chercher de l'information, donc ils vont avoir localement des produits différents, les procédures, la structure, hein, la façon d'organiser l'espace est déterminante de la pédagogie. C'est très bien, hein, mais cette salle-ci, elle est marquée quand même par l'empreinte du magistral et du transmissif. Faire des travaux de groupe, c'est possible, hein, je le fais, vous allez vous retourner et travailler avec les deux autres. Oui, un peu comme ça, c'est pas vraiment, donc il y a également des effets. Alors les petites lignes bleues, les enseignants que j'ai interrogés, je leur ai posé des questions sur, avant qu'ils ne fassent la classe inversée, sur comment ils différenciaient les contenus, les productions, les procédures et la structure, l'infrastructure. Ensuite, je leur ai dit, et par rapport à la classe inversée, qu'est-ce qui a changé? Évidemment, je les ai classés en fonction du type de classe inversée qu'ils faisaient, type 1, type 2, type 3. Et ce qu'on constate rapidement, c'est que au niveau, si vous voulez, des structures, le type 1, il est en rouge, il y a un petit changement par rapport au bleu. Le type 2, il y en a beaucoup, le type 3 aussi. Dès que vous commencez à vouloir faire des travaux de groupe, avec des groupes qui présentent à d'autres groupes, etc., c'est possible, je l'ai fait en amphi, mais quand même des salles avec des tables plus mobiles et des chaises mobiles sont quand même beaucoup plus agréables. Sur les procédures, je regrette parfois, les gens ne sont pas contents, mais je dis le type 1 de la classe inversée, le type original, c'est encore une forme d'enseignement assez traditionnelle, avec la théorie d'abord, les applications ensuite. Ce que l'on voit, c'est qu'il y a surtout les types 2 et 3, donc les barres bleues et vertes qui en sortent. Même chose pour les productions, et finalement, au niveau des contenus, vous voyez que ce soit le type 1, type 2, type 3, les trois types de classes inversées favorisent la différenciation des contenus, quelque chose qui sera difficile à faire passer par les enseignants qui vont nous dire « Ah, mais il faut que tous les élèves apprennent la même chose !» Ce qui est une sorte de rêve impossible, parce que de toute façon, ils vont apprendre des choses différentes. Hein, la transmission, on vous l'a dit, elle n'opère pas, il y a des filtres en fonction de l'expérience vécue, etc., qui vont faire, en fonction de mes mots, vous comprenez peut-être chacun, des choses différentes en fonction de vos contextes. Alors, je termine simplement par une autre question qui m'a été posée. La classe inversée ne favorise-t-elle pas les étudiants des classes aisées qui ont déjà un bon bagage transversal de chercher l'information, etc. Bref, ne favorise-t-elle pas les bons élèves? Eh bien, mesdames, messieurs, il faudra tordre le cou définitivement, c'est juste le contraire. Parce que ce que nous appelons les bons élèves dans les autres cours, ce sont les élèves qui sont capables de bien répondre aux questions, de répondre exactement aux problèmes, d'appliquer les règles telles qu'on leur a dites, etc. Et ils se trouvent parfois assez mal en classe inversée, où les degrés de liberté sont quand même plus grands. Par contre, ces élèves qui viennent peut-être de classes moins aisées, hein, c'est comme ça qu'on dit, et qui entendent des profs qui leur paragouinent à longueur de journée, ils ont envie de dire « et quand est-ce qu'on s'y met ?» Et donc, ça c'est Vincent Fayet, vous avez peut-être rencontré le nom, a fait des recherches. Vous voyez en fait les étudiants qui sont en rouge sont les étudiants qui avaient les notes les plus basses, si vous voulez, et en haut de l'échelle, A+, en vert, les étudiants qui avaient les meilleures notes étaient reconnus comme les, entre guillemets, meilleurs élèves. On voit l'effet de la classe inversée, vous voyez, opère surtout sur les bâtonnets rouges, c'est-à-dire les moins bons élèves, selon Vincent Fayet, et les moyens. Par contre, les meilleurs élèves ici, les bâtonnets plus verts, plus bleus, etc., ressentent les moins d'effets positifs par rapport à la classe inversée. Rappelez-vous toujours, qu'est-ce que nous entendons par bons élèves? Par rapport à quelle métrique, par rapport à quelle aune allons-nous mesurer ces choses-là? C'est un véritable défi.
Mon diapo se termine par quelques références. Un livre paru chez Canopée, une recherche que j'ai faite avec 2 étudiants. Vous savez, quand je disais mes groupes A, mes groupes B, il y avait à l'époque un groupe qui a travaillé sur la classe inversée et ils avaient fait un tellement beau travail que je l'ai publié avec ces 2 étudiants. Donc voilà, il y a des références. Ceci, c'est le guide que le Louvain Learning Lab a fait. Il est en ligne, on peut être téléchargé en PDF ou acheté pour une somme modique en open source sur une maison d'édition, et on peut le recevoir en papier. Voilà, merci pour votre attention.